Voici la lecture audio de Cro-Blanc de Jack London, chapitre 1, La piste de la viande. Charal. Pardon. Allez, on commence. Let's go. Alors, on va commencer la lecture sous pape. Non, sous peu. Pas sous le pape. Ça serait mieux. Tac. Euh, Pour les élèves qui regardent le live ou qui vont regarder en rediffusion ce live, que ce soit sur YouTube ou Twitch, peu importe, veuillez bien m'apprendre votre copie double. Euh, Interrogation. Non, je plaisante. Veuillez bien apprendre votre copie double à la fin du premier chapitre. On fera ensemble un petit résumé. Du coup, je vous aiderai à rédiger le résumé du premier chapitre en 3 à 5 lignes. Voilà. Donc on va commencer. Ouvrez bien grand vos oreilles, ouvrez bien grand vos yeux. Voilà. Eh bien, c'est parti pour la lecture de Cro-Blanc. Hop. Du coup, je vais afficher mon petit logiciel. Boum. Voilà. Donc, vous voyez, Jack London qui a écrit Cro-Blanc, un roman qui date de 1906. Je vous ai donné le lien, vous l'avez encore un petit peu si vous remontez dans la liste, dans la Bibliothèque électronique du Québec, collection classique du 20e, et c'est leur 105e volume, version 1.0, il n'y a pas besoin de modifier. En même temps, Jack London est décédé depuis le temps. C'est une traduction de Louis Postif et de Paul Rouillet, donc vous allez voir, traduction très poétique, très jolie. Je stresse un petit peu, mais c'est pas grave, parce que forcément, je vais m'enregistrer en même temps. Voilà, donc soyez indulgents, j'ai fait une journée de boulot, patati patata, j'ai pas la puissance vocale que je voudrais, ni peut-être l'endurance, mais on fait avec ce qu'on a. L'important, c'est d'aider surtout les élèves qui écoutent ou qui écouteront ce texte. Je rappelle que je ferai un petit résumé moi-même après avoir lu ça. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne écoute. C'est parti. Cro-Blanc. Chapitre 1. La piste de la viande. De chaque côté du fleuve glacé, l'immense forêt de sapins s'allongeait, sombre et comme menaçante. Les arbres, débarrassés par un vent récent de leurs blancs manteaux de givre, semblaient s'accouder les uns sur les autres, noirs et fatidiques dans le jour qui pâlissait. La terre n'était qu'une désolation infinie et sans vie, où rien ne bougeait, et elle était si froide, si abandonnée, que la pensée s'enfuyait devant elle, au-delà même de la tristesse. Une sorte d'envie de rire s'emparait de l'esprit, rire tragique, comme celui du Sphinx, rire transi et sans joie, quelque chose comme le sarcasme de l'éternité devant la futilité de l'existence et les vains efforts de notre être. C'était le wild farouche, glacé jusqu'au cœur de la terre du Nord. Sur la glace du fleuve, et comme un défi au néant du wild, peignait un attelage de chiens-loups. Leur fourrure, hérissée, s'alourdissait de neige. À peine sortis de leur bouche, leur souffle se condensait en vapeur, pour geler presque aussitôt et retomber sur eux en cristaux transparents, comme s'ils avaient écumé des glaçons. Des courroies de cuir sanglaient les chiens et des harnais les attachaient à un traîneau qui suivait assez loin derrière eux, tout cahoté. Le traîneau, sans patins, était formé d'écorces de bouleau solidement liées entre elles et reposait sur la neige de toute sa surface. Son avant était recourbé en forme de rouleau afin qu'il rejetât sous lui, sans s'y enfoncer, l'amas de neige molle qui accumulait ses vagues moutonnantes. Sur le traîneau était fortement attachée une grande boîte, étroite et oblongue, qui prenait presque toute la place. À côté d'elle se tassaient divers autres objets, des couvertures, une hache, une cafetière et une poêle à frire.
Devant les chiens, sur de larges raquettes, peinait un homme et et derrière le traîneau, un autre homme. Dans la boîte qui était sur le traîneau, en gisait un troisième dont le souci était fini. Celui-là, le Wild l'avait abattu, et si bien qu'il ne connaîtrait jamais plus le mouvement et la lutte. Le mouvement répugne au Wild, et la vie lui est une offense. Il congèle l'eau pour l'empêcher de courir à la mer. Il glace la sève sous l'écorce puissante des arbres jusqu'à ce qu'ils en meurent, et, plus férocement encore, plus implacablement, il s'acharne sur l'homme pour le soumettre à lui et l'écraser. Car l'homme est le plus agité de tous les êtres, jamais en repos et jamais là, et le Wild est le mouvement. Cependant, en avant et en arrière du traîneau, indomptable et sans perdre courage, trimaient les deux hommes qui n'étaient pas, qui n'étaient pas encore morts. Ils étaient vêtus de fourrure et de cuir souple tanné. Leur haleine, en se gelant comme celle des chiens, avait recouvert de cristallisation glacée leurs paupières, leurs joues, leurs lèvres, toute leur figure, si bien qu'il eût été impossible de les distinguer l'un de l'autre. On eût dit des croque-morts masqués conduisant, en un monde surnaturel, les funérailles de quelques fantômes. Mais sous ce masque, il y avait des hommes qui avançaient, malgré tout, sur cette terre désolée, méprisant de sa railleuse ironie et dressés, quelque chétifs qu'ils fussent, contre la puissance d'un monde qui leur était aussi étranger, aussi hostile et impassible que l'abîme infini de l'espace. Ils avançaient, les muscles tendus, évitant tout effort inutile, et ménageant jusqu'à leur souffle. Partout, autour d'eux, était le silence qui les écrasait de son poids lourd, comme pèse l'eau sur le corps du plongeur au fur et à mesure qu'il s'enfonce plus avant dans les profondeurs de l'océan. 1 heure passa, puis une 2e heure. La blême lumière du jour, lumière sans soleil, était près de s'éteindre, quand un cri s'éleva soudain, faible et lointain, dans l'air tranquille. Ce cri se mit à grandir par saccades, jusqu'à ce qu'il eût atteint sa note culminante. Il persista alors durant quelque temps, puis il cessa. Sans la sauvagerie farouche dont il était empreint, on aurait pu le prendre pour l'appel d'une âme errante. C'était une clameur ardente et bestiale, une clameur affamée, et qui requérait une proie. L'homme qui était devant tourna la tête jusqu'à ce que son regard se croisât avec celui de l'homme qui était derrière, par-dessus la boîte oblongue que portait le traîneau. Tous deux se firent un signe. Un second cri perça le silence. Les deux hommes en situèrent le son. C'était en arrière d'eux, quelque part en la neigeuse étendue qui était devant. Sa voix résonnait rude et comme irréelle, il semblait avoir fait un effort pour parler. « La viande est rare, reprit un camarade. Je n'ai pas, depuis plusieurs jours, vu seulement la trace d'un lièvre. Ils se turent ensuite, mais leurs oreilles demeuraient tendues vers la clameur de chasse qui continuait à monter derrière eux. Lorsque la nuit fut tout à fait tombée, ils dételèrent les chiens et les parquèrent au bord du fleuve dans un bocteau de sapin. Puis, à quelque distance des bêtes, ils installèrent le campement. Près du feu, le cercueil servit à la fois de siège et de table. Vous avez bien compris, la grande boîte oblongue, il s'agit bien d'un cercueil.
Les chiens-loups grondaient et se querellaient entre eux, mais sans chercher à fuir et à se sauver dans les ténèbres. Il me semble, Henri, qu'il demeure singulièrement fidèle à notre compagnie, observa Bill. Henri, penché sur le feu et occupé à faire fondre un peu de glace pour préparer le café, approuva d'un signe. S'étant ensuite assis sur le cercueil et ayant commencé à manger, ils savent, dit-il, que près de nous leurs peaux sont sauves, et ils préfèrent manger qu'être mangés. Ces chiens ne manquent pas d'esprit. Bill secoua la tête. Oh, j'en sais rien. Son camarade le regarda avec étonnement. C'est la première fois, Bill, que je t'entends suspecter l'intelligence des chiens. As-tu remarqué, reprit l'autre en mâchant des fèves avec énergie, comme ils sont agités quand je leur ai apporté leur dîner. Combien as-tu de chiens, Henri? 6. Bien, Henri, Bill s'arrêta un instant, comme pour donner plus de poids à ses paroles. Nous disions que nous avions 6 chiens. J'ai pris 6 poissons dans le sac et j'en ai donné un à chaque chien. Eh bien, je me suis retrouvé à court d'un poisson. Tu as mal compté. Nous possédons 6 chiens, poursuivit Bill avec calme. J'ai pris 6 poissons et n'a qu'une oreille n'en a pas vu. Alors je suis revenu au sac et j'ai pris un 7e poisson que je lui ai donné. Nous n'avons que 6 chiens, répliqua Henri. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait là que des chiens, mais qu'ils étaient 7 convives à qui j'ai donné du poisson. Henri s'arrêta de manger et par-dessus le feu, compta de loin les bêtes. En tout cas, observa-t-il, ils ne sont que 6 à présent. Et j'ai vu le 7e convive s'enfuir à travers la neige. Henri regarda Bill d'un air de pitié, puis déclara. Je serai fort satisfait quand ce voyage aura pris fin. Qu'entends-tu par là? J'entends que l'excès de nos peines influe durement sur tes nerfs et que tu commences à avoir des choses. C'est ce que je me suis dit tout d'abord, riposta Bill avec gravité. Mais les traces laissées derrière lui par le 7e animal sont encore marquées sur la neige. Je te les montrerai si tu le désires. Henri ne répondit point et se remit à manger en silence. Lorsque le repas fut terminé, il l'arrosa d'une tasse de café et s'essuyant la bouche du revers de sa main. Alors, Bill, tu crois que cela était jaillissant de l'obscurité, à la fois lamentable et sauvage? Un long cri d'appel l'interrompit. Il se tut pour écouter et, tendant la main dans la direction d'où le cri était issu, c'est un d'eux, dit-il. Qui est venu? Bill approuva de la tête. Je donnerais gros pour pouvoir penser autrement. Tu as remarqué toi-même quel vacarme ont fait les chiens. Cri et cri après cri se répondant de près, de loin, de tous côtés, semblait avoir mué tout à coup le Wild en une maison de fous. Les chiens, effrayés, avaient rompu leurs attaches et étaient venus se tasser les uns contre les autres autour du foyer, si près que leurs poils en étaient roussis par la flamme. Bill jeta du bois dans le brasier, alluma sa pipe, et après en avoir tiré quelques bouffées, je songe, Henri, que celui qui est là-dedans, et il a indiqué de son pouce la boîte sur laquelle ils étaient assis, est diantrement plus heureux que toi et moi, nous ne serons jamais. Au lieu de voyager aussi confortablement après notre mort, aurons-nous seulement un jour quelques pierres sur notre carcasse? Ce qui me dépasse, c'est qu'un gaillard comme celui-ci, qui était dans son pays à l'orde ou quelque chose d'approchant, et qui n'a jamais eu à trimarder pour la niche et la pâtée, ait eu l'idée de venir traîner ses guêtres sur cette fin de terre abandonnée de Dieu. Cela, en vérité, je ne puis le comprendre exactement. Il aurait pu se faire de vieux os s'il était demeuré chez lui, approuva Henri. Bill allait continuer la conversation, quand il vit, dans le noir mur de nuit qui se pressait sur eux, où toute forme était indistincte, une paire d'yeux brillants comme des braises. Il la montra à Henri, qui lui en montra une seconde, puis une troisième, un cercle d'yeux
étincelants les entouraient. Par moments, une de ces paires d'yeux se déplaçait ou disparaissait pour reparaître à nouveau l'instant d'après. La terreur des chiens ne faisait que croître. Ils bondissaient, affolés, autour du feu où venaient, rampant, se tapir entre les jambes des deux hommes. Au milieu de la bousculade, l'un d'eux bascula dans la flamme. Il se mit à pousser des hurlements plaintifs, tandis que l'air s'imprégnait de l'odeur de sa fourrure brûlée. Ce remue-ménage fit se disperser le cercle de prunelles qui se reforma une fois l'incendie terminé et les chiens calmés. C'est, dit Bill, une fichue situation de se trouver à court de munitions. Il avait achevé sa pipe et aidé son compagnon à étendre un lit de couverture et de fourrure sur des branches de sapin préalablement disposées sur la neige. Tout en commençant à délacer ses mocassins de peau de daim, Henri grogna. « Combien dis-tu, Bill, qu'il nous reste de cartouches ?»« 3. Et je voudrais qu'il y en eût 300. Je leur montrerai alors quelque chose à ces damnés. » Il secoua son poing avec colère vers les yeux luisants. Puis, ayant enlevé à son tour ses mocassins, il les déposa soigneusement devant le feu. « Je voudrais bien aussi que ce froid soit coupé net. Nous avons eu 500 sous zéro depuis 2 semaines. Plût à Dieu que nous n'eussions pas entrepris cette expédition. Je n'aime pas la tournure qu'elle prend. Ça cloche, je le sens. Puisqu'elle est entamée, qu'elle se termine au plus vite et qu'il n'en soit plus question. Heureux le jour où toi et moi, nous nous retrouverons au fort McGurry, tranquillement assis auprès d'un feu et jouant aux cartes. Voilà mes souhaits. » Henri poussa un nouveau grognement et se glissa sous la couverture. Comme il allait s'endormir, Bill l'interpella avec vivacité. « Dis-moi, Henri, c'est un truc qui est venu se joindre à nos bêtes et attraper un poisson. Pourquoi, dis-moi, les chiens ne lui sont-ils pas tombés dessus? C'est là ce qui me tourmente. » « Tu te fais, Bill, beaucoup de tracas. » Ne fais pas de Bill. Ah, pardon. « Tu te fais, Bill, beaucoup de tracas, » répondit Henri, d'une voix ensommeillée. « Tu n'étais pas assis autrefois. Tu digères mal, je pense. Mais assez péroré. Dors. Sinon tu seras demain fort mal en point. Tu te mets sans raison la cervelle à l'envers. » Là-dessus, les deux compagnons s'assoupirent. Ils soufflaient lourdement, côte à côte, sous la même couverture. Le feu tomba peu à peu et les yeux brillants resserrèrent le cercle qu'ils traversaient. Dès que 2 d'entre eux s'avançaient plus près, les chiens grondaient, apeurés et menaçants à la fois. À un moment, leurs cris devinrent si forts que Bill s'éveilla. Il sortit des couvertures avec précaution afin de ne pas troubler le sommeil de son camarade, et renouvela le bois du foyer. Dès que la flamme se fut élevée, le cercle d'yeux recula. Bill jeta un regard sur le groupe des chiens, puis, s'étant frotté les paupières, il se reprit à les regarder avec plus d'attention. Après quoi, s'étant coulé sous la couverture, « Henri! Oh! Henri !» Henri gémit, comme fait quelqu'un que l'on réveille. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» interrogea-t-il. « Rien, mais je viens de les compter. Ils sont encore 7. » Henri reçut cette communication sans se troubler, et quelques instants après, il ronflait à poings fermés. C'est lui qui, le matin venu, s'éveilla le premier et tira hors des couvertures son compagnon. Il était 6 heures, mais le jour ne devait point naître avant que 3 heures ne fussent écoulées. Dans l'obscurité, il se mit à préparer le déjeuner, tandis que Bill roulait les couvertures et disposait le traîneau pour le départ. « Dis-moi, Henri, demanda-t-il soudainement, combien de chiens prétends-tu que nous avons ? 6 ? Erreur ! S'exclama Bill triomphant. 7 ? De nouveau ? Questionna Henri. Non, 5. Un est parti. Enfer ! Cria Henri avec colère. Et quittant sa besogne pour venir compter ses chiens,
Tu as raison, Bill. Boule de suif est parti. Il s'est éclipsé avec la rapidité d'un éclair. La fumée nous aura caché sa fuite. Ce n'est pas de chance pour lui ni pour nous. Nous l'aurons avalé vivant. Je parie qu'il hurlait comme un damné en descendant dans leur gosier. Malédiction sur eux. Ce fut toujours un chien fou, observe Bill. Si fou qu'il soit, comment un chien a-t-il été assez fou pour se suicider de la sorte? Henri jeta un coup d'œil sur les survivants de l'attelage, supputant mentalement ce que l'on pouvait pénétrer de leur caractère et de leurs aptitudes. Pas un de ceux-ci, je le jure bien, ne consentait à en faire autant. On frapperait dessus à coups de bâton qui refuserait de s'éloigner. J'ai toujours pensé, et je le répète, dit Bill, que Boule de Suif avait la cervelle tant soit peu fêlée. Telle fut l'oraison funèbre d'un chien mort en cours de route sur une piste de la Terre du Nord. Combien d'autres chiens, combien d'hommes n'en ont même pas une semblable. Voilà donc pour le chapitre 1. Donc après, on passe techniquement au chapitre 2, qui est centré sur la louve. Donc un chapitre pas spécialement grand, hein, vraiment assez court. Par contre, ce qu'on va faire, c'est donc pour les élèves qui sont amenés à faire un petit résumé du chapitre. Donc on va rappeler ça. Donc on est dans le premier chapitre. C'est ce qu'on appelle un incipit. Incipit, ça veut dire ça commence. C'est le début en latin. Et donc on commence avec une ambiance neigeuse, sauvage, qui est assez dangereuse, hein, évidemment, parce que le prédateur dans cet environnement, c'est le troupeau de... La meute, excusez-moi, pas un troupeau, la meute de loups qui est en chasse. Or, on a justement, dans ce premier chapitre, deux hommes, dont un qui est décédé parce qu'il est dans un cercueil, deux hommes qui sont en train de conduire un traîneau de chiens. Vous les connaissez, les chiens de traîneau sont souvent les Husky, entre autres, il y en a d'autres. Et donc ce voyage, il est assez dangereux, hein, de un, par le temps, hein, parce que il fait très très froid, il y a du vent. Et voilà, le problème, c'est qu'ils sont poursuivis par une meute de loups parce qu'ils entendent des cris, hein, constamment, les, les hurlements des loups reviennent, jusqu'au soir où ils vont camper et qu'ils attachent leur chien de traîneau non loin d'eux. Et à deux reprises, ils se rendent compte que ils ont beau avoir 6 chiens de traîneau, qu'il y a un septième chien, on comprend qu'il s'agit d'un loup, qui vient s'incruster dans la meute. Et la meute, évidemment, ne l'attaque pas parce que la meute de petits chiens de traîneau a terriblement peur des loups. Nos deux héros, Bill et Henry, ont assez peur aussi, mais eux ont le feu pour se défendre. Et donc, après avoir constaté justement à la fin qu'ils avaient vu un septième chien, d'un coup, ils voient qu'ils n'ont plus que 5. Donc on comprend que la meute de loups, plus le septième, qui est bien un loup, a attrapé sûrement ce pauvre chien qui s'appelle Boule de Suif et qui a dû le manger. Alors c'est petite anecdote assez rigolote, c'est que Boule de Suif, c'est un nom qui déjà veut dire boule de graisse animale. Hein, la suif, c'est une graisse animale. Donc déjà, en quelque sorte, ça veut dire que le chien de traîneau qui s'est fait attraper par les loups était sûrement le plus gras d'entre eux, donc celui qui était le plus nourrissant. Donc là, c'est la petite pointe d'humour. Et référence très intéressante de la part de Jack London, c'est une référence à l'œuvre Boule de Suif de Guy de Maupassant, œuvre du 19e siècle. C'est la nouvelle qui a révélé Maupassant. Et Guy de Maupassant, voilà, c'était un très grand auteur français, d'ailleurs que je faisais étudier au 4e, quand j'avais des 4e à l'époque. Boule de Suif, c'est une très belle œuvre qui est l'histoire d'une prostituée qui essaie avec un groupe de personnes de fuir la guerre. Et en fuyant la guerre, il se retrouve dans un hôtel coincé par les Allemands. Et Boule de Suif va en quelque sorte devenir
une héroïne parce qu'elle va être chargée de sauver le groupe pour les faire sortir de l'auberge. Mais voilà, bon, je vous raconte pas toute l'histoire, mais la pauvre boule de suif va finir bien malheureuse. Et si je vous ai raconté la fin. Mais bon, bref, c'est résumé vite fait. Très très belle histoire de Guy de Maupassant que je vous recommande. Boule de suif, ça se lit très rapidement. Voilà, voilà, ça c'était la petite anecdote en plus du résumé. Les élèves, si vous voulez faire votre petit résumé, hein, je vous ai demandé de faire un petit résumé en 3 à 5 lignes. C'est pas compliqué, je pense que j'ai parlé assez longtemps. Donc, voili, voilà, voilou. Je vous remercie d'avoir écouté cette lecture. N'hésitez pas, hein, pour, par contre, la VOD YouTube, à m'encourager, à mettre des petits commentaires, à liker, à partager. Voilà, voilà. Moi, je vais envoyer ça sur le NT aux élèves aussi pour qu'ils puissent écouter. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère retenter cette expérience une autre fois. Et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!